Bienvenue dans cette deuxième partie de Locomotube. La chaîne de la vape souhaite que la vape reste libre et responsable. C'est aussi le slogan de l'EDUS, la plus grande association de vapoteurs de France, et nous recevons Sébastien Bougnol, le vice-président de l'EDUS. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc vous êtes le vice-président de l'EDUS, comme je viens de dire, et que fait l'EDUS? Alors, l'EDUS, c'est très simple, c'est début 2013, c'est la nécessité de porter la voix des utilisateurs de vaporisateurs personnels, puisqu'on essaye de se détacher du vocable de cigarettes électroniques. Voilà, c'est cette nécessité de porter le message des gens qui utilisent cette alternative au tabac fumé face à l'époque une législation européenne qui se profile très très dommageable pour nous tous, puisqu'il était question à l'époque quasiment d'interdire, voire de limiter l'usage à des produits dosés à 0 mg de nicotine ou 4 mg à l'époque. Enfin bref, voilà, c'est donc la réponse à un besoin, à une situation particulière, dans un contexte défavorable. Très bien. Et alors, est-ce que vous êtes en colère par rapport au dernier avis de l'OMS? Vous réagissez comment par rapport à ce qui vient de se produire? C'est-à-dire que c'est toujours cette stratégie de la peur et du doute qui essaye d'instiller l'idée contre l'état de la science lui-même, puisque toutes les premières études sont globalement très très positives à l'endroit de la vape. Donc c'est cette propension à vouloir instiller la peur et le doute et de faire croire aux fumeurs que quelque part, autant qu'ils restent à la cigarette, parce qu'on sait très bien que les patchs et les gommes, on a beaucoup de mal avec, et que finalement cette cigarette électronique, il y a un doute, on ne sait pas, et alors que finalement on sait qu'on va mourir, on sait de quoi on va mourir avec sa cigarette. Pour l'instant, on sait qu'à moyen terme, c'est beaucoup moins dangereux pour quelqu'un qui est fumeur, c'est infiniment plus sain, que ça n'a pas d'impact sur son entourage direct. Donc dire que c'est absolument inoffensif, ce serait mentir. Mais dans ce bas monde, je ne connaisse rien qui soit absolument inoffensif. C'est évident. Si vous élevez votre enfant à Paris, il nage dans la pollution. C'est évident. Mais je crois que les gens se posent ce genre de questions, donc c'est important d'y répondre. Par exemple, on parle beaucoup des liquides. Où sont fabriqués les liquides? On nous dit en Chine, mais tout va bien, il n'y a pas de problème. Alors on sait qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent de Chine et qui ne sont pas bonnes. Moi, je crois que c'est le contraire. Alors, c'est pareil, il faut bien distinguer qu'il y a pléthore sur le marché. On compte des milliers de liquides de par le monde, voire des dizaines de milliers. Il y a entre 300 et 400 composés aromatiques différents qui sont mélangés. Finalement, ce n'est pas parce qu'un produit vient de Chine qu'il est nécessairement mauvais, et à contrario, ou à l'inverse, ce n'est pas parce qu'il viendrait de France, d'Allemagne ou des États-Unis ou d'ailleurs qu'il serait nécessairement bon. Il y a des cahiers des charges, il y a des contrôles qualité, et en l'occurrence, les Chinois peuvent très bien travailler si on leur donne un cahier des charges et si on les rémunère convenablement. Et je pense que c'est important pour quelqu'un qui rentre dans un magasin d'avoir déjà une information, de demander. Parce qu'il y a tellement de magasins qui se sont ouverts que les gens sont complètement paumés sur la qualité des produits, sur la qualité du matériel. Et ce qu'on nous raconte, c'est jamais la même version. Exactement. Alors, pour ça, j'ai envie de dire, et je vais un petit peu prêcher pour ma paroisse, l'association, elle répond. Il faut savoir que l'association, elle est née de la communauté des vapoteurs, mais vraiment, c'est-à-dire qu'à l'origine, il y avait un forum, il y en a eu deux par la suite, forum e-cigarette-public.com qui est le petit forum, ou forum-e-cigarette.com qui est le gros forum, et ces deux communautés qui réunissent, on va dire, 75 000 membres, qui sont des gens comme vous et moi qui vapotent, partagent ensemble les informations. Pour se mettre à l'abri des accidents, comment faire? Parce que c'est bien le forum, super, mais c'est comme quand on tape Doctorissimo, il y a à boire et à manger. Donc, à qui s'adresser si on veut vous poser les questions? Est-ce qu'il y a des personnes dans votre association, l'EDUS, qui peuvent répondre d'une manière un petit peu plus pro et en sécurité? Alors, il faut savoir que l'expertise, et si l'EDUS à l'heure actuelle est entendue à la fois par le milieu médical, par les institutionnels et par beaucoup de gens, si on nous reconnaît cette expertise, c'est parce que on est un peu l'émanation de cette communauté de vapoteurs. C'est nous qui avons véritablement l'expérience de terrain, et notamment sur les matériels, mais aussi sur les liquides. Il faut savoir que les premiers avertissements de santé, les premiers pictogrammes qui sont apparus sur les flacons, ils l'ont été parce que la communauté l'a demandé. Voilà, donc il y a des vrais éléments forts là-dessus, et c'est là qu'on trouvera le pôle d'expertise. Effectivement, c'est pas forcément super simple, parce que c'est pas toujours évident d'aller sur les forums, sur Internet, etc. Mais c'est vraiment là où vous allez pouvoir rencontrer des vrais gens
derrière des pseudos, il y a des vrais gens qui ont une véritable expérience de la vape, qui vont pouvoir vous dire voilà votre profil, voilà comment moi je peux vous accompagner. Alors l'EDUS a publié assez récemment un grand dossier qui s'appelle Halte à la désinformation, que vous pourrez retrouver sur le site www.edus.fr. EDUS AI. AIDUCE, association indépendante des utilisateurs de la cigarette électronique. Okay. Et où on démontre point par point eh bien, tous les faux arguments, toutes les manières dont on essaye comment dirais-je, de mettre en avant la peur, le doute. Non, il n'est plus temps de douter à l'heure actuelle, et je pense que potentiellement notre prochain intervenant, Philippe Prel, vous en dira un peu plus encore là-dessus, mais il n'est plus temps de douter à l'heure actuelle. Il faut rétablir la confiance, parce que très prosaïquement, ce qu'on voit à l'heure actuelle, on voit des gens qui sont fumeurs, et qui, dans cette ambiance de désinformation et un peu d'intox qu'on a partout en ce moment, se disent finalement, bah, avec ma cigarette, finalement, je sais de quoi je vais mourir, je sais que j'aurai mon cancer du poumon ou de la gorge, et puis finalement, bah, je préfère ça à autre chose. Et c'est dommage de priver tous ces gens-là d'une alternative beaucoup plus saine. C'est pour ça qu'on se bat, et c'est pour ça que l'EDUS existe. Si on va sur votre site, bien évidemment, si vous allez particulièrement sur les 2 forums. Il y a là des communautés qui sont formidables et qui vont vous aider et qui vont vous conseiller à la fois en matériel, en arômes, qui vont aussi vous rassurer, parce que c'est important, on le verra peut-être après, mais les fumeurs qui arrivent à la cigarette électronique ont beaucoup besoin d'être guidés et rassurés. Parce Bien que sûr. Le vocabulaire... on est en état de fragilité quand on arrête de fumer. Exactement. Donc, quand on commence à vapoter... Avant même d'arrêter de fumer. Ouais. Bien sûr, mais voilà, on a beaucoup plus de questionnements que de certitudes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est vrai que ce sont des questions, à mon avis, qui sont extrêmement importantes pour tous les gens qui ont envie de passer, d'arrêter de fumer. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'arrêter de fumer. Et comme vous dites, il y a une sorte de désinformation permanente. Donc on ne sait plus du tout où on en est. Et même moi, donc ça fait maintenant 1 an que j'ai arrêté totalement, je vapote depuis 2 ans et je continue à avoir des vraies questions. Mais le but du jeu pour nous n'a jamais été de dire que la cigarette électronique était parfaitement inoffensive, parce que c'est pas vrai. Elle est infiniment moins dangereuse que le tabac, c'est certain, mais elle n'est pas inoffensive. Il n'y a pas de parfaite innocuité, évidemment. On n'est pas là pour faire du prosélytisme à destination des fumeurs ou des non-fumeurs, ou des jeunes, etc. On est là simplement pour préserver cette alternative, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui est une vraie révolution dans la lutte contre le tabagisme, et plus largement pour le bien-être des gens et la santé des gens. On trouve que c'est une révolution. On veut que cette opportunité puisse continuer dans le temps, et cela dans une démarche qui soit un peu respectueuse de tous. Et qui soit pas démesuré. On veut absolument se montrer comme étant des interlocuteurs fiables et pas des gens nécessairement trop revendicatifs ou trop passionnés. Est-ce que vous pouvez nous dire juste très clairement pourquoi cette désinformation ? Alors, oh là là, ça va être très long là. Pourquoi on ne cesse de nous dire, voilà, qui sont quoi, politiquement ça veut dire quoi, contre quoi vous luttez vous? Alors évidemment... Parce que là vous êtes un militant, là je parlais oui, bien sûr. Vous êtes un vrai militant et c'est quelque chose de politique dans votre démarche. Il y a effectivement une démarche, il y a une dimension politique tout à fait assumée. Évidemment, il y a un lobbying très actif du tabac, parce que mine de rien, on se rend compte que la cigarette électronique, ces 2 dernières années, et particulièrement au courant de l'année 2013, a explosé un peu partout, et notamment en Europe, principalement Angleterre, France, Allemagne. Vous avez des chiffres par exemple en France On peut estimer à peu près en France le nombre de vapoteurs entre 1,5 million et 2 millions. On estime vraiment qu'il y a au moins 1 million maintenant de vapoteurs réguliers. Presque autant beaucoup dans cette frange-là d'exclusifs également. En Europe, 8-9 millions au moins, et dans le monde, j'espère et j'imagine plusieurs dizaines de millions. Toujours 7 perdus pour le tabac qui se fume. Merci Emmanuel. Je suis très contente. Non, merci de m'avoir permis d'apprendre des choses et de continuer à creuser cette question et transmettre. De ne pas se positionner comme pro quelque chose. C'est-à-dire que nos questions, elles sont des questions de santé avant tout. Elles sont des questions, c'est-à-dire qu'on a décidé d'arrêter de fumer, on sait qu'on va en crever. Alors effectivement, moi, c'est la première fois que quelque chose me permet d'arrêter réellement. Voilà. Donc j'avais envie d'en témoigner. Maintenant, je n'ai aucune certitude, mais j'ai arrêté de fumer. Bravo. Bravo, c'est déjà ça. C'est ça. Eh bien, écoutez ce qu'en disent les professionnels de la vape, ceux qui font la vape, à propos des actions vapicides.
Par rapport à cet avenir vapicide qui se dessine, quelle est la position de Liquideo? Alors la position de Liquideo, elle est très claire. Le premier bénéficiaire, c'est le consommateur, qui sent tout de suite mieux, qui monte les escaliers plus vite de chez lui. Et donc, cette personne, à la longue, quoi qu'il arrive, elle n'arrêtera jamais de vapoter, ou alors elle ne retournera jamais à sa ou à fumer. On ne va pas dire à quelqu'un qui fumait 2 paquets par jour, on ne va pas lui dire, ah bon, qui vapote maintenant, on ne va pas lui dire, bon, bah, allez, maintenant, range ta cigarette électronique et puis tu vas retourner acheter tes... Non, c'est pas possible. De toutes les façons, le vapoteur, il continuera à vapoter. Et nous, c'est ce qu'on se dit. Et moi, personne ne me fera reprendre voilà, que j'ai fumé pendant des années. Quoi. Donc, en clair, oui, à une forme de réglementation qui protège le consommateur, mais qui laisse une part de créativité aux fabricants de produits. Oui, c'est clair. Voilà. Oui, nous, on est demandeurs de réglementation, de toutes les façons. Donc, réglementer, oui. Mettre des procédures de contrôle plus strictes, on est d'accord. Maintenant, après qu'on nous enlève les arômes, etc. Non, puisqu'il faut que ça reste un produit très attractif pour la personne qui a envie d'arrêter de fumer et de passer au vapotage. Sans arôme, il y a un intérêt, mais il est moindre. Et l'élan, justement, l'élan de la cigarette électronique, c'est justement la capacité pour les fabricants comme nous de proposer des dizaines et des quinzaines et des vingtaines. Nous, aujourd'hui, plus de 80. C'est ça la force, c'est ça qui crée toute l'attractivité du produit. Merci Michael et à bientôt sur la chaîne de la vape. Par rapport aux lois vapicides qui se profilent à l'horizon, comment envisages-tu l'avenir de Vapostore? L'avenir est risqué. Aujourd'hui, rien n'est encore complètement statué. Et ce qui est sûr, c'est que nous voulons défendre la vape. Ce nouveau produit a besoin justement d'être connu du grand public. On a besoin aujourd'hui d'expliquer vraiment la différence entre une cigarette traditionnelle et la cigarette électronique, la e-cig. Et moi, je ferai tout pour pouvoir justement qu'on sache qu'il vaut mieux vapoter que fumer. Eh bien, Stéphane, je te remercie et à bientôt sur la chaîne de la vape. Merci à toi. Par rapport aux nouvelles lois vapicides qui se profilent à l'horizon, quelle est la stratégie d'Alpha Liquide? Aujourd'hui, la stratégie est bien évidemment de fabriquer le produit en fonction de ces futures lois. On ne peut pas outrepasser les lois imposées. Alors aujourd'hui, il y a des syndicats, des associations qui vont se battre contre ces lois pour essayer de contrecarrer peut-être certaines lois trop drastiques qui risquent de tuer la vape. Après, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est vraiment normaliser ce produit. Et moi, à mon sens, la normalisation va pérenniser l'avenir en fait, de le liquide et de le cig. Et une normalisation qui devra aboutir, à mon sens, à une réglementation. Pour pouvoir vraiment parler de fabricants propres, de fabrication avec une ethnique qualitative, environnementale, des produits surtout haut de gamme, et pouvoir montrer patte blanche en cas de souci. Car n'oublions pas, aujourd'hui, le liquide est un produit inhalé. Nous devons respecter le consommateur. Effectivement, je pense que les consommateurs sont dans l'ensemble favorables à une réglementation, mais il ne faudrait pas que cette réglementation tue la créativité. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des groupements comme l'AFNOR ou la FIVAP essayent de prendre de l'avance afin d'écrire aujourd'hui les grandes lignes de cette loi. Parce que la loi peut-être va être adoptée, mais est très vaste et permet en fait de la compléter et d'apporter soit des solutions envers le liquide, également des améliorations et éviter peut-être la créativité de certaines entreprises, tout en suivant une ligne qualitative. Bon, Nadège et Olivier, merci et à bientôt sur la chaîne de la vape. Merci à vous. Merci à vous. C'est effectivement un combat de tous les jours. Rappelons qu'en France, 70 000 personnes meurent de maladies directement causées du tabac par année. Comme l'a rappelé Sébastien, un fumeur sur 2 mourra des conséquences directes du tabac. Il faut aussi préciser qu'en Europe, nous devons nous battre pour que la vape reste libre. Bonjour, docteur Philippe Prel. Vous êtes médecin, tabacologue et rédacteur en chef du site e-santé.fr. Vous dirigez l'Institut Moncey que vous avez fondé dans le but de vulgariser les messages utiles pour la santé de tous et pour concevoir des programmes de prévention.
Donc vous êtes également économiste de la santé, diplômé HEC, et vous réalisez chaque année le palmarès des établissements de santé pour le Nouvel Observateur. Waouh! Lorsque vous constatez qu'un gouvernement prend la responsabilité de publier une chose aussi lourde de conséquences pour la santé publique que cette annonce, comment réagissez-vous? Ce qui est regrettable, effectivement, c'est qu'il y avait un marché qui débutait pour la cigarette électronique au Maroc et que cette annonce a stoppé l'élan des fumeurs pour arrêter de fumer avec ce formidable outil qui est la cigarette électronique. Alors, l'arrêt a été brutal. Et ça a été terrible. Alors, la deuxième chose que j'ai vue au Maroc, c'est que là-bas, vous savez, les cigarettes ne sont pas chères du tout. Et donc, pour les fumeurs, les vapoteurs, c'était le même prix. Il n'y avait pas d'économie. Donc, ils ont déjà cette motivation en moins. Et donc, en fait, l'envie d'arrêter de fumer est beaucoup moins forte dans ce pays-là que dans notre pays. Comment vous l'expliquez ? Simplement, il y a effectivement une histoire de prix, une histoire d'inconscience. Il n'y a eu dans ces pays-là aucune campagne de mobilisation contre le tabac. Et donc, non seulement ils n'ont pas d'historique de lutte contre le tabac, ils ne se rendent pas bien compte des dangers du tabac. Puis en plus, quand le ministère dit des aberrations de ce genre, ça a des conséquences terribles. Et d'une manière générale, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que toutes les affirmations que l'on observe de plus en plus contre la cigarette électronique, que ce soit des petits doutes ou des gros doutes, comme dans ce cas, ça a toujours pour conséquence de stopper des gens dans leurs élans d'arrêter de fumer. Et moi, j'aimerais vraiment dire aux gens, à tout le monde, soyez conséquents dans ce que vous dites et ce que vous faites, et pensez toujours à cela. Et moi, la dernière image que je voudrais laisser du Maroc, j'étais en train de terminer mon livre, j'étais sur une très belle plage au sud d'Agadir, loin de tout le monde, face à la mer, et puis je vois un vapoteur se promener sur la plage. Alors, je me suis dit, c'est inouï. Alors, donc, je suis allé le voir, et je dis, à chaque fois, à l'époque, dès que je croisais un vapoteur, je lui sautais dessus pour lui demander de me raconter son histoire. Et lui, ça faisait 30 ans qu'il fumait. Il me dit, j'ai vraiment tout essayé, et vraiment impossible. Et ça fait 1 mois que je vapote, et j'ai plus touché une seule cigarette. Voilà, on s'est assis tous les deux face à la mer, et on a passé un très très bon moment à discuter, parce que la vapote, c'est aussi le monde de la discussion, un monde très sympathique. Oui, on voit bien la carte postale, la vape zen. Et voilà, c'est cette image du Maroc que j'ai aussi, et c'est vraiment tout ce que je souhaite au Maroc maintenant et aux Marocains. Bon, merci. Locomotube, dans sa séquence Respire, nous propose aujourd'hui de nous interroger avec le psychiatre Guy Baillon sur ce qui fait le succès des vaporettes et le vrai plus qu'elles offrent à notre inconscient. Je suis, comme vous certainement, assez préoccupé, non, plutôt intéressé, même passionné, par l'arrivée des vaporettes. Que se passe-t-il actuellement? Un amusement? Non. En réalité, il s'agit de quelque chose de tout à fait passionnant. Je crois que vous avez vu autour de vous à quel point un certain nombre de personnes sont totalement enfermées dans leur impossibilité de se libérer de la cigarette. Mais ce qui est plus grave, c'est que beaucoup d'entre eux vont mourir dans un temps peut-être lointain, mais c'est absolument certain. De ce fait, je voudrais avec vous, en termes tout à fait simples, parler de ce drame. Cela part donc au fond de quelque chose que nous connaissons dans la vie quotidienne. Le matin, nous prenons un petit déjeuner, un petit peu sucré, et puis 1h30 après, que se passe-t-il? À nouveau, il nous semble que nous avons envie de quelque chose. Physiologiquement, en effet, notre sucre a baissé dans notre sang, nous avons besoin d'une certaine nourriture. Et à partir de ce moment-là, l'angoisse, l'inquiétude nous prend, et nous allons nous tourner, bien sûr, si nous fumons, vers la cigarette, la drogue, pire peut-être, mais brusquement, nous nous rendons compte que dans cette petite séquence, peu à peu, nous avons perdu notre liberté. Alors, est-ce que les vaporettes pourraient nous aider? Oui, nous allons voir comment. Je voulais simplement vous
vous aidez à porter votre attention sur quelque chose de tout à fait différent. Vous savez, ces enfants de 2 à 5 ans qui ont tout le temps à la main un petit linge tout sale que la mère a envie de jeter, de laver, et qui pour eux, au contraire, est tout à fait important. Il leur permet, ben oui, de ne pas se déprimer, d'établir un lien entre une personne et une autre. Nous savons tous que c'est quelque chose de tout à fait important. C'est un pédiatre, un psychanalyste anglais, Winnicott, qui, observant le petit bébé à la naissance, nous a aidés à comprendre ce qui s'est passé. À la naissance, le bébé qui vient de naître, encore douloureux, se calme, et puis à un moment donné, il va crier. La mère sait qu'il va falloir lui donner à manger, lui ne sait pas, et il cherche, et brusquement, à un moment donné, il va trouver le sein de sa mère, il va être très vite satisfait, se calmer. Un moment plus tard, ça va recommencer. Winnicott nous explique que entre le moment où le bébé cherche avec sa tête et où il va trouver le contact avec le sein, c'est une merveille qui est en train de se passer. C'est-à-dire que c'est le premier désir qui était en train de naître, et au bébé, il a suffi de désirer pour que le monde soit créé. Il a créé le monde. De son côté, la mère fait le même chemin. Elle est certaine, en donnant le sein à son fils, que ce bébé va être le futur président de la République. Et ce temps entre la recherche du bébé et le contact avec le sein, Winnicott nous dit que c'est un espace virtuel qui est l'espace en fin de compte de la culture. Toute notre culture va se créer dans cet espace-là. Nos désirs vont naître là. Donc il est tout à fait passionnant d'y être attentif. Comment se fait-il alors qu'à un moment donné, nous allons perdre notre liberté? Est-ce que les vaporettes pourraient nous y aider? C'est ce défi que nous pensons aujourd'hui possible, justement en donnant à chacun la possibilité de comprendre ce qui a pu se passer dans la naissance de ses désirs et comment peu à peu ils ont pu se tourner vers d'autres choses et là lui faire perdre sa liberté. Continuons à parler simplement de la vaporette, j'ose dire en termes non scientifiques. Vaper, c'est sucer quelque chose. Et nous revenons là à cette séquence dont je vous parlais tout à l'heure qu'a observé Winnicott, du début de la vie, qui a été le premier point de départ du désir, et cette satisfaction que nous avons à sucer quelque chose, nous la gardons tout au long de la vie, quand nous mangeons, quand nous suçons quelque chose, et s'y associent aussi les odeurs, et quand ces 3 éléments sont associés, et il se trouve que vaper nous permet de les associer, nous sommes devant une situation qui est très forte, elle va nous aider à garder ce moment. Un autre aspect que nous devons garder en mémoire de ce que nous a permis d'observer Winnicott, c'est cet objet transitionnel, ce petit bout de chiffon. Nous pouvons nous demander si la vaporette n'a pas là encore un autre élément dans notre histoire qui nous permet de mieux comprendre que nous rassemblons dans ce moment-là toute une suite de plaisirs qui nous rappellent toute une suite de moments de notre vie. À nous d'être intelligents et aussi attentifs à nos émotions, nous rendre compte que ce plaisir, c'est bien sûr une partie de notre vie, encore faut-il qu'il ne nous entraîne pas à perdre notre liberté. C'est donc dans cette réflexion autour de ces plaisirs que peuvent nous apporter les vaporettes que notre vie peut changer. Nous verrons plus tard si nous préférons peut-être, comme le proposent les bouddhistes, la méditation qui nous donne accès à cette capacité d'être en pleine harmonie avec le monde. Est-ce qu'il y a une voie possible, pourquoi pas, entre la vaporette et la méditation et où nous pourrions associer et le plaisir d'un côté et de l'autre, cette possibilité d'accéder à ce moment de plénitude où nous pouvons être en harmonie avec le monde. Philippe, que provoque en vous l'analyse du docteur Guy Baillon? Eh bien, on retrouve dans cette analyse, pour faire simple, le discours psychanalytique, selon lequel beaucoup de nos motivations, des explications de nos comportements se construisent pendant l'enfance. Alors, je dirais que par rapport à ce discours-là, je n'ai rien à ajouter. En revanche, il y a quelque chose qui est tout à fait essentiel dans la notion d'enfance. Il y a un mystère. Pourquoi les enfants de fumeurs
bien que leurs parents leur disent tous les jours « tu feras jamais comme moi, hein, tu fumeras pas ». Je peux témoigner, hein, Voilà, c'était exactement mon cas. Voilà. Mon père fumait à peu près un paquet et demi de gitane. Voilà. Et il me dit surtout ne fume pas. Et quand j'étais tout petit d'ailleurs, petite anecdote, très rapidement, je lui cassais ses cigarettes en deux parce que c'était les premières campagnes, une cigarette écrasée, c'était un peu de vie gagnée, Voilà. quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je t'aurais reversé des droits à quelqu'un. Bref, voilà, c'est un petit peu mon témoignage. Et oui, c'est ça. Et pourtant, les enfants de fumeurs, les statistiques le montrent, sont 2 fois plus nombreux à fumer que les autres. Alors, ce qui s'est passé, c'est quelque chose qu'on appelle le conditionnement latent. Le conditionnement latent, c'est très simple. Quand on est, on ne sait pas ce qui va nous faire plaisir dans la vie. Bon. Eh bien, on observe les autres, on observe les adultes, et on les voit, ah, ils s'amusent en buvant un petit coup, ah, tiens, ils s'amusent en conduisant comme ça, ah, tiens, ils s'amusent en fumant, ah, tiens, ils s'amusent en faisant telle chose, et puis, tiens, ils s'amusent en faisant tel métier. Et donc, on se fait une catalogue de plaisirs qu'on sera amené à expérimenter un jour. Et donc, de ce fait, quand on a vu ses parents prendre du plaisir à fumer, eh bien, c'est imprimé dans nos plaisirs latents, qu'on appelle Plaisir le coupable, conditionnement mais latent. à la recherche du bonheur, on peut tomber dedans finalement. Voilà. En fait, c'est en train de répondre à la question d'Emmanuel tout à l'heure, puisqu'elle demandait est-ce que c'est sans danger de fumer devant son enfant. Oui. Rien que le geste. Oui, non, parce que oui, on lui Oui, non, mais montre le qu'on geste, tire sur quelque on chose. habitue son enfant à fumer une cigarette électronique. En fait, devant. le conditionnement, c'est que l'enfant voit que l'on prend un plaisir en faisant une chose. Alors donc, idéalement, si on veut être pédagogique, il faut montrer à son enfant que l'on prend du plaisir avec tout ce qui est bon pour lui. Ça, c'est si on voulait vraiment pousser les choses. Donc oui, il faut se cacher des enfants quand on fume. C'est tout à fait essentiel. Hein. Alors, quand on vape, non, là, ça nous amène sur un autre discours. Et parce que je trouve qu'il faudrait arrêter de prendre les enfants et l'humanité en général pour une espèce simiesque. Nous sommes les bébés sont capables de faire la différence entre une vaporette et une vraie cigarette, j'en suis absolument sûr. C'est évident. Et les humains, instantanément, font la différence entre une vraie cigarette et une fausse. Ils font la différence instantanément entre du champagne, un jus de pomme, et vous n'avez pas besoin de leur expliquer en long, en large ce que c'est. Ils le voient tout de suite. Nous avons des capteurs en nous, un cerveau formidable qui nous permet d'analyser le monde qui est d'une complexité inouïe. Et on veut nous faire croire qu'un adolescent, par exemple, ne serait pas capable de faire la différence entre une cigarette électronique et une cigarette conventionnelle. Il y a quand même quelque chose, j'ai un enfant, on en parlait avec Emmanuel tout à l'heure, l'effet de mode, de mimétisme, les publicités, on a vu dans les années 50, les femmes se sont mises à fumer, ça faisait bien. Pour ne pas citer de marque, quand même, ça s'est ancré dans notre conditionnement. Voilà. Bien sûr qu'on est capable de faire la différence. Moi, je me suis forcée à l'école à fumer pour faire bien comme mes copines. J'aimais pas ça. C'est très vite rentré dans ma vie. Mais bon, si les ados voient les jeunes vapoter, la mode de la vape, ils vont peut-être s'y mettre simplement par mimétisme. En plus, ça sent la fraise. C'est quand même très bon en plus. Alors, en fait, là, vous évoquez un deuxième conditionnement. On a vu avant le conditionnement latent, où j'apprends à repérer ce qui fait plaisir aux gens. Et donc, je me crée mon catalogue de plaisirs potentiels que je vais expérimenter. Et c'est un conditionnement extrêmement fort. Par exemple, quand vous demandez à des adolescentes combien elles veulent d'enfants plus tard, il y en a qui en veulent 1, 2, 4, et il y en a une qui dit « j'en veux 0 ». Elle se fait tuer par les autres. Vous remarquez dans la discussion. Et pourtant, c'est des conditionnements forts. C'est qu'elle a vu qu'on pouvait être heureuse sans enfant. Et elle l'a intégré. Et finalement, elle se dit, ma vie, oui, je pourrais le faire sans. Mais les autres ont intégré qu'elle ne pourrait pas réussir à être heureuse sans enfant, donc qu'elle devienne agressive. C'est pour vous donner la puissance de ce conditionnement latent et qui explique le manque psychologique qui est extrêmement profondément ancré en nous. Alors, le deuxième conditionnement auquel vous faites référence, c'est le conditionnement évaluatif. Quand quelqu'un que j'estime fait quelque chose, par exemple James Bond qui va boire certaines choses, eh bien j'ai envie de faire comme lui, tout simplement. Donc toute personne qui est admirable, entre guillemets, qui se distingue des autres et qui fait une chose, j'ai envie de faire la même chose. Alors ça, c'est vrai, et c'est vrai que moins notre société fumera, moins notre société exposera des gens connus en train de fumer, mieux ça sera. Et ça, je pense que dans nos sociétés, on a quand même franchi cette étape. Inversement, je trouve que le conditionnement évaluatif, il faut aussi le faire marcher en faveur de la cigarette électronique et montrer des gens connus, des gens estimables qui vapotent. L'humanité ne mange pas, elle déguste.
Elle a inventé la cuisine pour créer des milliers et des milliers de goûts. Elle cherche des arômes, elle cherche de nouvelles jouissances. C'est une constance. Et cet besoin de variété, on le retrouve dans la beauté. On va vouloir changer toute notre apparence. Nous ne sommes pas des singes, je tiens à le répéter. Donc le goût des arômes, la recherche des arômes, la recherche des plaisirs, mais c'est le fond de l'humanité. Je dirais même presque, nous sommes là pour ça. Et donc, il ne faut pas oublier qu'un plaisir, c'est fondamentalement quelque chose qu'on a envie de recommencer. Quelque chose à laquelle on est dépendant, comme le chocolat, comme le café, comme l'harmonie avec son conjoint, etc. On a envie de recommencer. Eh bien, on est dépendant à tout ce qui nous plaît. Et quand on n'est pas dépendant à une chose, eh bien, c'est qu'elle ne nous plaît pas. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je crois qu'à partir de là, il faut favoriser toutes ces dépendances naturelles qui ne sont pas des addictions. Une addiction étant une dépendance qui est mauvaise pour la santé. Exactement. Et moi, dans les addictions, eh bien, je trouve beaucoup d'aliments qui sont catastrophiques parce qu'ils sont trop salés, trop sucrés, je trouve, ou trop gras. Et sincèrement, qu'on compare les niveaux de gravité entre la cigarette électronique en termes de plaisir et tout ce qu'on peut trouver dans notre alimentation aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup d'autres choses dans l'alimentation qui sont infiniment plus dangereuses. Donc moi, je place la cigarette électronique, pour vous dire, au niveau des fruits et légumes et des poissons en termes de danger. Voilà, mais oui, parce que c'est important de le souligner quand même. Voilà. Donc, que va devenir cette cigarette électronique dans l'avenir? Sincèrement, moi, je lui prédis un très bon avenir. Ça, c'est passionnant. Donc, c'est passionnant, je disais, sur les sens. Par contre, il y a juste une question. Là, on parle d'addiction, mais ce qui est... on n'a pas parlé de la nicotine à l'intérieur. Peut-être Sébastien... je pense que des consommateurs, sur la nicotine... On n'a pas dit le mot, en fait, parce que c'est un plaisir, la nicotine. Une note, on en a retrouvé il y a 12 000 ans dans le linceul des pharaons. Donc, ils pratiquaient déjà la nicotine. Hein. Dans un premier temps, si vous me le permettez, bien sûr, j'aimerais abonder un petit peu dans le sens de l'argumentation qu'a développé Philippe, parce que je trouve ça très intéressant. Cette idée que c'est pas parce que c'est un plaisir que ça doit être considéré comme mauvais. Jusqu'à présent, on n'a aucun indice que ceci soit mauvais. Mauvais avec une signification clinique qui s'impose à tous. Hein. Mauvais, ça donne telle maladie. C'est un petit peu comme la nicotine. Justement, vous disiez la nicotine, mais la nicotine, a priori, pour l'instant, elle donne aucune maladie. Hein. Si ce n'est qu'elle serait responsable de l'addiction, de manière plus ou moins reconnue. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus, je suis pas scientifique, j'ai aucune formation dans le domaine. Mon expérience tend à prouver que finalement, je suis pas si accro à la nicotine que ça, puisque elle finit par me gêner et je la baisse régulièrement. Donc, quelque part, dans mon cas, en tout cas, ça doit pas être si addictif que ça. Ce que je voulais dire par là, c'est que effectivement, on ne doit pas juger la cigarette électronique, le vaporisateur personnel, sous une perspective de danger, et on ne doit pas l'assimiler au tabac. Effectivement, si j'appuie sur le switch et si je respire là, je vais produire quelque chose qui va ressembler à de la fumée, mais il faut bien être conscient que ça n'a rien à voir. Et qu'à un moment donné, je pense que le moment est bien choisi pour ça, et Philippe l'explique bien quand il parle de rejeter le doute, à un moment donné, maintenant, on est en 2014, on sait ce que c'est que la cigarette électronique, il va falloir commencer à l'évaluer pour elle-même et par elle-même. Il va falloir qu'on essaye de se dissocier de cette idée du tabac ou de la pharmacie. Hein. Le premier slogan de l'EDUS, les premiers mots qu'on a mis en avant, c'était la cigarette électronique, ni médicament, ni produit du tabac. Eh ben, on est vraiment là. On en est vraiment là. Depuis, il y a eu plus de 100 études qui ont été compilées par notre association d'ailleurs, par d'autres, mais il y a eu plus de 100 études avec des résultats, la plupart du temps, très clairs, des indicateurs forts. Voilà, il faut commencer à l'évaluer pour ce qu'elle est et non pas en comparaison avec le tabac. Il faut comparer ses effets. Donc là, en l'occurrence, on dit qu'on en a à peu près aucun, alors qu'avec le tabac, effectivement, malheureusement, il est possible, on a une chance sur deux, c'est un peu pile ou face, j'en mourrai ou j'en mourrai pas. Maintenant, il faut qu'on commence à normer, à réfléchir à la cigarette électronique, au vaporisateur personnel, pour ce qu'il est lui-même. Il faut qu'on se dégage un petit peu de cette idée de tabac, de tabagisme, parce que la cigarette électronique, c'est pas ça. C'est plus ça, c'est autre chose. Et je pense que Philippe le met bien en avant. Il faut qu'on l'évalue pour elle-même. Il faut qu'on passe à l'ère 21e siècle. Voilà, ça devient... il y a d'autres expressions comme la vapologie, comme ça, qui sont un petit peu des tendances qui nous permettent de nous dégager du carcan tabac et puis de nous dégager de potentiellement certaines conceptions liberticides, potentiellement hygiénistes, dommageables à la santé de millions de fumeurs et de centaines de millions de fumeurs dans le monde. Parce que n'oublions pas que si en Europe et dans les pays entre guillemets industrialisés,
le tabac aurait tendance légèrement à régresser, il est en pleine explosion dans d'autres endroits du monde, que la majeure partie de la population humaine, c'est pas l'Europe, mais c'est l'Asie, c'est l'Afrique, etc., l'Amérique du Sud, pourquoi pas. Voilà, moi j'ai envie de lancer un petit peu ce message-là, qui serait un petit peu un message optimiste. Voilà, vivons la vape pour ce qu'elle est, et puis arrêtons un petit peu de la... C'est une révolution, je vous l'accorde. Il se passe des choses drôles et moins drôles dans le monde de la vape, c'est le vape zap. C'est la fameuse cigarette dite électronique. Elle n'a rien d'électronique, cette cigarette. Elle est tout simplement sans tabac. Donc c'est une cigarette sans tabac. C'est comme ça que ça devra s'appeler désormais. Pas de difficulté, il sort du tabac, le paquet à la main. Apparemment, Benjamin n'est pas prêt de s'arrêter de fumer. Alors? Bah, elle me l'a vendu quand même. Même si j'ai pas 16 ans, elle me l'a vendu. Elle t'a posé aucune question? بقاش لا كلاس لبس عليك كي داير هاي لا aujourd'hui القرو يا بعد من القرو Hey guys, it's Matt and Vanessa here with Suck My Mod. We got another vlog coming at ya. A vlog coming at ya. Today we got a bunch of good stuff. We got juice reviews. We got Mipples for days. We got shout outs. We got shit talking. And it's coming at ya. Yeah. Try it. Let me know if you ever tried this letter before. What is it? Melon Balm. Bottom. Voilà, Locomotube se termine. La chaîne de la vape n'a qu'une ambition. Faire que la vape libre, fun et goûteuse continue d'exister. Retrouvez toutes les séquences de Locomotube, ainsi que Cocktail Zero, la revue liquide de l'émission, et la mécanique des tubes, par Jacques de Dripper, sur la chaîne de la vape.tv. Toutes les infos de la vape en version papier sur l'excellent e-Sig Magazine. Merci Sébastien Bougnol, merci Dr Philippe Prel. Ne manquez surtout pas l'incontournable rendez-vous international de la vape, Vape Expo, à la Grande Halle de la Villette du 21 au 23 septembre. Bonne vape à tous, à très vite. Non, je voulais pas le dire. Non. Bonne vape à tous, n'oubliez pas de respirer.